Ils sont venus d'abord dans un camion et le soldat avait une baïonnette au bout de son fusil. Et c'est tout. Nous avons monté dans le camion là-bas et ils nous ont amenés dans une zone tout près du port. Ensuite, ils nous ont marché sur le traversier qu'ils avaient loué et nous sommes allés directement à Seattle. Tout cela a commencé suite à l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Ce fut une attaque surprise sur une base militaire américaine située à Hawaï. Suite à cela, les États-Unis déclarent la guerre le 8 décembre 1941. Cependant, l'élément déclencheur qui mit en motion l'internement des Japonais fut l'incident de Niihau. L'île de Niihau est l'île le plus au ouest de la chaîne des îles de Hawaï. Le 7 décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, le pilote japonais Shigenori Nishikaishi s'est posé en catastrophe sur l'île. Le pilote fut traité avec politesse. Cependant, plus tard dans la journée, il recruta 3 autres Américains d'origine japonaise. Et ensemble, ils ont réussi à échapper ses capteurs et ont pris possession d'armes. Ils ont pris plusieurs otages et l'affaire s'est terminée avec la mort du pilote et un de ses compères. Même si l'incident déclencheur se passe à Hawaï, l'île de Hawaï ne supporte pas l'internement des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Cet incident causa le public à se méfier des Issei, les Américains nés au Japon. Cela, en combinaison avec l'hystérie générale, fit en sorte que le 19 février 1942, l'ordre exécutif 9066 entra en vigueur aux États-Unis. Cette loi est la loi principale en ce qui concerne l'internement des Japonais américains. Now, therefore, by virtue of the authority vested in me as President of the United States and Commander-in-Chief of the Army and Navy, I hereby authorize and direct the Secretary of War and the military commanders whom he may from time to time designate, whether he or any such designated commander deems such action necessary or desirable, to prescribe military areas in such places and of such extent as he or the appropriate military commander may determine, from which any or all persons may be excluded, and with respect to which, the right of any person to enter, remain in, or leave shall be subject to whatever restrictions the Secretary of War or the appropriate military commander may impose in his La zone d'exclusion se trouvait tout au long de la côte ouest des États-Unis afin de prévenir du sabotage. Tous les Japonais qui vivaient dans la zone d'exclusion ont été forcés à déménager et à vivre dans des camps d'internement. Au cours de la guerre, plus de 110 000 personnes de descendance japonaise ont été déportées dans ces camps. Plusieurs gens ont contesté ce traitement des Américains japonais. Cependant, en 1944, la Cour suprême a voté en faveur de la constitutionnalité de l'ordre 9067. Les camps d'internement aux États-Unis étaient gérés par le Immigration and Naturalization Service, qui à l'époque faisait partie du département de la justice. En plus des Américains japonais, plusieurs Japonais d'origine latine ont été internés dans les camps jusqu'à temps que Wayne M. Collins réussisse à les faire sortir des camps avec condition de propriété. Il y avait 27 camps du département de la justice. Les Américains japonais étaient emprisonnés dans 8 de ces 27 camps. La plupart des Japonais se sont déménagés au camp volontairement. Cependant, lorsque ceci n'était pas pratique, le militaire devait prendre contrôle. Le 9 avril 1942, le Wartime Civilian Control Agency a été créé par les militaires pour gérer le déplacement des Japonais jusqu'au camp de réimplantation.
Cependant, ces centres s'avèrent trop petits pour contenir l'influx de nouveaux habitants et donc il faut créer des centres de plus appelés des Assembly Centers. Le War Relocation Authority était l'organisme à la tête du déplacement des Japonais américains et a été créé le 18 mars 1942 suite à l'ordre exécutif 9102. Et elle cesse d'exister le 30 juin 1946. Dillian S. Meyer était le directeur du War Relocation Authority jusqu'à temps que les centres soient fermés. En moins de 9 mois, il y avait 10 centres dans cet État qui logeaient plus de 100 000 Japonais. Il y avait 3 types de camps. Les Civilian Assembly Centers, des camps temporaires où les Japonais restaient suite à leur enlèvement de leur communauté, les camps d'internement comme tels, et les Detention Camps, où l'on gardait les Japonais considérés comme étant dangereux ou étant d'un intérêt spécial au gouvernement. Cependant, le Voluntary Relocation Policy permet à toute personne d'origine japonaise de se déplacer hors de la zone d'exclusion et de ne pas devoir être internée, mais à leurs propres dépenses. Il y a cependant une grande différence entre les camps du Immigration and Naturalization Service et ceux du WRA ou le War Relocation Authority. Ceux du Immigration and Naturalization Service adhéraient à la loi internationale et fournissaient aux Japonais un logement au moins égal à celui disponible aux soldats le plus bas dans l'armée. En 1943, le War Relocation Authority a publié un rapport dans lequel il est dit que les internés vivaient in tar paper-covered barracks of simple frame construction, without plumbing or cooking facilities of any kind. Un bon exemple est le Heart Mountain War Relocation Center. L'enclos étant entouré de fils barbelés et n'avait un budget que de 45 cents par personne pour la nourriture par jour. La plupart des internés n'avaient pas été dit leur destination et n'avaient pas les vêtements adéquats pour les hivers en Wyoming, qui pouvaient descendre jusqu'à 0 degré Celsius. Les internés étaient bien traités, sauf s'ils essayaient de sortir de l'enclos. Il y a plusieurs situations où les gardes ont tiré sur des personnes pour avoir trop souvent essayé de sortir du camp. Une lettre du général Dewitt et le colonel Bendiston représente le biais raciste contre les Américains d'origine japonaise. Elle a été hâtivement retirée en 1943 et 1944. Le rapport a déclaré catégoriquement que, en raison de leur race, il était impossible de déterminer la loyauté des Américains d'origine japonaise, ce qui nécessite l'internement. La version originale était tellement offensive, même dans l'atmosphère des années 1940 en temps de guerre, que Bendiston ordonne que toutes les copies soient détruites. Le 18 décembre 1944, ex parte Misuye Endo. Cela signifie qu'aucun citoyen américain, peu importe leur descendance, ne peut être emprisonné sans cause. Le 2 janvier 1945, l'ordre 9066 est complètement retiré. Il n'est plus en vigueur. A moment later, the door crashed open. A flashlight was blinding him. He felt the sharp jet of a gun sight against his cheek. Someone yelled, "All right, you Japs," up against the wall. En 1980, le Congrès a créé la Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians pour étudier la question de l'internement japonais. Le 28 février 1983,
La commission a publié un rapport intitulé « Justice personnelle refusée », condamnant l'internement injuste, motivé par le racisme et des idées xénophobes plutôt que la réelle nécessité militaire. La commission a recommandé que 20 000 $ en réparation soient versés à chaque Américain d'origine japonaise qui avait été victime de l'internement. Le dernier camp fut fermé en 1946. L'internement japonais au Canada débuta en 1941. Contrairement à l'internement américain, les Canadiens japonais étaient emprisonnés sur la côte ouest, soit la Colombie-Britannique. Le 14 janvier 1942, tous hommes canadiens d'origine japonaise étaient forcés de se rendre à une zone d'isolement à 5000 km du bord de l'océan Pacifique. Les conditions dans les camps canadiens étaient comparables à ceux des États-Unis. Cependant, il y avait une différence importante. Au Canada, il y avait la restriction des droits de propriété. Tout bien était confisqué avec la promesse qu'ils allaient être retournés suite à la guerre, mais en vérité, ils furent vendus et le gouvernement se procura de tout l'argent. Mackenzie King était le premier ministre du Canada à l'époque. Il était sans doute un antisémite, mais on ne le croyait pas d'être raciste. Cependant, à la suite du bombardement atomique, il écrit dans son journal privé, "It is fortunate that the use of the bomb should have been upon the Japanese rather than upon the white races of Europe." Le gouvernement canadien a également lancé une commission royale d'enquête, présidée par le juge Henry Byrd, en 1947, pour examiner la question de compensation des biens confisqués. En 1950, la commission Byrd donne 1,3 million de dollars en créances à 1434 Canadiens d'origine japonaise. Mais il n'a pas accepté que des demandes fondées sur la perte des biens, refusant de compenser pour des actes répréhensibles en matière de droit civil, le dommage dû à la perte de